Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler compostage industriel avec Pierre-François Roy, qui est responsable de la plateforme de compostage du SMICVAL en Gironde. Bonjour. Bonjour André. Et dans cette vidéo, donc, on va parler de différentes choses. On va parler de quelles sont les différentes sources de matière organique, quelles sont les différentes étapes du compostage industriel, combien coûte le compost pour les particuliers, est-ce qu'on peut en avoir gratuitement ou pas, quelle quantité de compost faut mettre sur ses planches de potager, est-ce que le compost industriel est mieux ou moins bien que le compost amateur. Bref, on va parler de plein de choses, mais je vous mettrai quand même des petits bouts. Vous voyez un petit peu l'ensemble du site. Vous, voyez que vous allez voir que c'est un site assez impressionnant. Donc ne soyez pas surpris, on va se retrouver soit ici, soit sur la plateforme, mais de toute façon, on parlera de compostage. Voilà pour les précisions techniques. Voilà, donc on se retrouve à la plateforme de compostage du SMICVAL en Nord-Gironde, qui traite 22 000 tonnes de déchets verts chaque année. C'est quand même pas mal. Alors comment ça se passe? Tous les déchets verts de la région sont apportés ici, et des chargeurs vont charger donc cette matière végétale brute dans de gros broyeurs qui vont permettre de faire un premier broyage assez grossier. Ce broyage grossier va permettre d'avoir des petits bouts et des gros bouts. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'en ayant des gros bouts, on a quelque chose d'assez aéré. Et vous savez que pour que les bactéries puissent décomposer la matière organique, elles ont besoin d'air. Donc le fait d'avoir des gros bouts de bois à l'intérieur de ce broyat va permettre d'aérer le tas. Et donc que les bactéries travaillent mieux. Alors une fois que la matière végétale est broyée, elle est déposée en andin sur une plateforme bitumée. C'est pas du tout fait directement sur le sol, parce que sinon tous les jus irait directement dans la nappe phréatique, ce serait pas bon du tout. Donc c'est déposé en andin sur une plateforme bitumée dans lequel il y a tout un système de drainage. Alors comment ça marche? Il y a des sortes de gouttières qu'on voit là. Tous les jus, donc l'eau de pluie, tout ce qui peut s'écouler de la matière organique va tomber dans cette gouttière et va être directement stocké dans une réserve qui est juste à côté de la zone de stockage. Et donc tous les jus issus du compost sont stockés ici pour être réinjectés. Donc ça c'est un gros avantage par rapport à nous amateurs, c'est que nous on ne peut pas faire ça. Et l'avantage c'est que tous les nutriments qui sont dans ces jus sont réinjectés. Alors là on voit des ventilateurs parce qu'en plus de l'eau, il y a aussi un système de ventilation qui permet d'envoyer de l'air sous les tas, toujours pour aérer le tas, pour que les bactéries puissent bien travailler. Alors après ces 15 premiers jours de fermentation qu'on a vu à l'extérieur, le compost est stocké à l'abri pendant 3 mois pour une phase de maturation. Et toujours pareil, pour que le compost puisse bien maturer, il a besoin d'air. Et donc tous les 8-15 jours, ça dépend des disponibilités, le compost va être retourné par ce qu'on appelle donc une retourneuse. Un engin avec un gros rouleau derrière qui va passer sur les andins juste pour les aérer et pour les humidifier. Alors on voit que l'engin passe sur l'andin, le gros rouleau qui est derrière retourne tout le tas et du coup et injecte en même temps les jus qui sont pompés dans la réserve. Et donc le compost se retrouve avec de l'air et de l'eau, et donc les bactéries peuvent continuer à travailler pour bien dégrader le compost. L'avantage de réinjecter les jus, c'est qu'on réinjecte tous les nutriments qui étaient présents au départ, et donc on perd absolument aucun nutriment. Encore une fois, c'est assez différent de notre compost à nous, où beaucoup de nos nutriments passent dans la nappe phréatique. Donc on a un compost qui est bien plus riche que le compost classique qu'on fait nous. Une fois que les 3 mois sont passés, on passe ce compost dans un cribleur. Alors le cribleur, ça permet de stocker d'un côté les gros bouts qui vont être utilisés en bois énergie, puisque ce sont des bouts de bois qu'on peut brûler. Et tout ce qui va passer par les mailles du cribleur, ça va être le compost final, le produit final, qui va pouvoir être vendu. Donc on a un compost qui a passé 4 mois à maturer, qui est encore assez riche, mais qu'on peut livrer dès ce moment-là aux clients. Alors les clients, c'est 90% de professionnels, des maraîchers, des viticulteurs, et 10% de particuliers qui viennent se servir quand ils ont besoin de nourrir leur potager. Et donc là on arrive à la phase finale, le client est livré et puis il n'a plus qu'à l'utiliser dans son potager pour enrichir tous ses légumes. Alors maintenant qu'on a vu toute cette phase de fabrication, on va se retrouver avec le responsable de ce centre qui va nous expliquer un petit peu plus en détail toutes les finesses de la fabrication du compost par les professionnels. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec en fait la façon comment vous récoltez les différentes sources de matière organique que vous compostez. Voilà, alors donc nous sommes une institution publique, une collectivité, le SMICVAL, qui se situe au nord et à l'est de la Gironde. Et donc on a 2 flux principaux. Le premier, c'est tout ce qui provient des déchetteries, qu'on appelle pour le recyclage. Donc c'est les déchets verts, c'est-à-dire les tailles, les tontes, les feuilles. Voilà, donc tout ce qu'on peut amener en déchetterie. Et le deuxième flux, ce sont ce qu'on appelle les biodéchets, qui sont les restes alimentaires, les épluchures.
et qui, en fait, nous on propose une troisième poubelle, en plus des ordures ménagères et des recyclables, donc en collecte en porte-à-porte sur 25% de notre territoire. Alors, je crois qu'on distribue des sacs plastiques, enfin plastique, Voilà, maïs plastique, voilà, plastique maïs, des sacs en amidon de maïs pour, qui sont compostables. voilà, pour contenir un peu la putréfaction, etc. Après, ils sont collectés dans des petits bioseaux et ensuite on propose le collecte en porte-à-porte. Ça, dans la vocation que, en fait, aujourd'hui, toujours en France, à peu près 35% de ce qui est incinéré ou enfoui, ce qui en fait vient des flux des ordures ménagères, et bien en fait contient de la matière organique. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est donc, ce qu'on disait, c'est que quand on met 100 kg de déchets à la poubelle, il y a 30-35 kg de déchets organiques, voilà, organiques, qu'on voilà. pourrait utiliser et qui sont perdus. Exactement. Et donc et qui ont un coût du coup économique et écologique relativement navrant. Ok, alors donc, une fois que toutes les matières sont récoltées via les déchetteries ou les pôles, comment ça s'appelle, les pôles de recyclage? Voilà. Hein, donc ça arrive sur la plateforme de compostage. Alors quelles sont les différentes étapes du compostage une fois que la matière arrive chez vous? Alors en premier lieu, pour tous les végétaux, on va les broyer pour avoir des mailles beaucoup plus fines. Et ensuite, on voit les images du broyeur, alors c'est impressionnant parce que c'est un gros broyeur c'est 3-4 tonnes par qualité? Oui, voilà, c'est des godets de 5 mètres cubes, donc 2 tonnes à peu près 2 tonnes, ouais. de matière. Et voilà, ça débite à peu près 40 tonnes heure. Donc, voilà, du gros matériel industriel qui justifie derrière le coût de traitement. Ouais. Et donc en fait, après nous, ce qu'on imagine sur du compostage industriel, c'est que pour souci de pollution par les lixivias, c'est qu'on est sur des enrobés, c'est-à-dire des surfaces étanches, pour éviter les grosses concentrations de matière organique dans les sols. Voilà, donc c'est pas comme on pourrait le croire, on ne met pas le compost à même le sol, parce que sinon tout ce qui est pluie, etc., ça ferait descendre tous les nutriments. Des jus à grande concentration d'éléments. Donc c'est une dalle, une sorte de bitume avec des canalisations en dessous qui récupèrent tous les jus. Voilà, exactement. Et donc du coup, nous, on va recourir en fait à des familles de micro-organismes qui sont essentiellement des bactéries qui travaillent en aérobie, donc dans des milieux oxygénés. Et donc nous, ce qu'on va faire en fait, c'est après le broyage, donc on va faire un mélange de broyades végétaux et de biodéchets. Et donc ils vont constituer un certain équilibre C/N, ou qu'on appelle dans l'échelle domestique un peu brun-vert. Carbone, azote. Voilà, donc avoir ce rapport-là nutritionnel important pour les micro-organismes. Ensuite, on va veiller à avoir conserver des bonnes poches d'oxygène, donc par du broyat assez grossier. Et ensuite, on va maîtriser aussi une soufflerie en un premier temps. Et après, on va apporter une humidification pour avoir à peu près 60% d'humidité, pour avoir voilà, les bonnes conditions de vie, bonnes conditions pour la prolifération des micro-organismes. D'accord, donc pour reprendre les étapes, une fois que c'est collecté, c'est broyé par la grosse machine qu'on a vue, c'est mis en tas en andin, voilà. Donc ça fermente grâce aux bactéries, il n'y a pas d'apport de bactéries, c'est les bactéries naturelles qui sont présentes dans le... Exactement. Voilà, c'est aéré pour que les bactéries puissent respirer, puisque c'est des bactéries aérobies. C'est humidifié, alors l'humidification ça se fait avec les jus qui sont récupérés par en dessous. Oui, tout à fait. En fait, tout ce qu'on récupère, c'est en cycle fermé. On contient les jus en cycle fermé, et comme ils sont aussi chargés en activité biologique. Et par rapport à la pluie, comment ça se passe? Ça va percoler dans la matière. D'accord, donc il pleut sur les andins, ça va dans les tuyaux en dessous et ça repart et puis ça revient. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, en fait, sur une première phase où on crée ces bonnes conditions de vie, c'est la phase un peu de fermentation, c'est là où il y a les plus hauts niveaux de température, et c'est là où en fait on va vérifier de maintenir un profil de température suffisamment élevé pendant une certaine période. Donc en moyenne, nous on a un profil de plus de 55 degrés pendant 15 jours. Et donc on dit que dans ces niveaux-là de température, on va hygiéniser la matière, c'est-à-dire pour tuer les pathogènes et tuer éventuellement des adventices. Voilà, comme c'est une vocation agricole. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première phase qui est importante pour les normes et pour nos labellisations. Ensuite, on va déplacer la matière. Alors ça, c'était la phase de fermentation. Cette phase de 15 jours, c'est la fermentation. Donc, voilà. Après, ça passe en maturation. Voilà, et en maturation, donc là, on est théoriquement sur des températures un peu plus faibles. Et en fait, pendant tous les 15 jours, on va retourner avec un enjambeur d'andin. On va retourner la matière et lui réapporter de l'humidité. Et de l'air. Et de l'air par le retournement. Mais quand on parle de température, il n'y a aucun chauffage, c'est juste la température naturelle.
Voilà, en fait, c'est quand la matière commence à, justement, par une forte dégradation, la matière se tasse, donc on perd en oxygène, et donc on diminue les conditions de vie des micro-organismes. Donc en fait, en relançant, et en réapportant de l'oxygène et réapportant de l'humidité, on recrée des conditions C'est un favorables peu finalement le pour compostage, c'est une sorte de combustion. C'est un peu comme quand on met de l'oxygène dans une cheminée, on voit que la flamme elle repart, c'est un peu le même principe, quoi. Voilà, c'est le principe avec de l'oxygène et de l'humidité. Voilà. Et toujours un potentiel de dégradation qui est la nourriture. Alors la phase de maturation, c'est combien, 3 mois? 3 mois, oui, en moyenne chez nous. Oui. Donc on va dire qu'une matière organique qui arrive le 1er janvier sur la plateforme, janvier, février, mars, avril, en mai elle est prête à être... Elle est, alors, après maturation, on va la cribler. Ouais. Donc c'est des tambours avec avec des petites grilles, et toute la matière qui est inférieure à cette dimension de grille va passer. C'est un gros tamis, quoi. Voilà, c'est un grand tamis. Donc on va sortir de la matière fine qui va être notre compost, et, Voilà. et de la matière qu'on a C'est ça. derrière nous. Voilà, bon, compost. Et puis la matière plus épaisse, elle part en... Voilà, on va la retravailler et on va en utiliser en combustible industriel, en bois énergie. Et donc ce compost-là, il rentre dans une période d'affinage où on va lancer des analyses dans des laboratoires, et on a en moyenne à peu près 2 à 3 semaines de délai avant d'avoir des résultats sur la validité. Mais grosso modo, on peut dire 4-5 mois entre le moment où ça rentre et le moment où ça sort. Ouais. D'accord. Mais alors que chez les particuliers, c'est plus long en général, parce que nous, on n'a pas les mêmes moyens de faire accélérer les choses. Ça dépend de ce qu'on composte. Oui, si on compose de la tonte de gazon, ça va vite. Ça va très vite, voilà. Et puis si on apporte d'autres éléments qui vont justement, c'est qu'une question de bonne. Alors il y a des éléments, plus les taux de carbone sont élevés, plus le taux de dégradation, enfin le temps de dégradation est long. Et, oui. Et donc forcément ça dépend de ces taux-là de ces surènes, mais ça dépend aussi après justement de créer les conditions optimales de vie des micro-organismes. Et sur des sols vivants, où il y a du coup beaucoup plus de familles d'organismes que ce qu'on peut avoir nous sur des surfaces enrobées, Oui. et bien là il y a aussi ça va plus vite. Oui, ça peut être un... Et puis je crois que ça va plus aussi sur du sable que sur l'argile, par exemple. Si on est sur une zone sableuse, il y a plus de décomposition, la vitesse de décomposition est plus rapide que sur une zone argileuse. Pour moi, ça dépend seulement de l'activité biologique. Ouais. En sol argileux, à l'inverse, on a potentiellement beaucoup plus d'activité biologique. Donc ça irait plus vite sur l'argile alors? Selon moi, oui. Alors j'avais une mauvaise information. Moi j'avais lu que c'était plus rapide, mais bon. Mais tout dépend, en fait, on peut avoir des sols plus vivants dans des sols sableux que argileux, mais bien souvent, c'est l'inverse. D'accord. Alors j'avais fait un petit rappel pour les gens qui nous regardent, on ne parle pas trop du rapport carbone-azote parce que j'ai fait toute une vidéo sur le rapport carbone-azote, donc si vous n'êtes pas très au point sur le rapport carbone-azote, je vous mettrai le lien, vous irez voir la vidéo sur le rapport carbone-azote. Alors maintenant, pour question pratique, je suis un particulier, je veux aller me fournir en compost, combien ça coûte? Chez nous, le principal, c'est dans nos pôles recyclage, et c'est à la remorque. On a en fonction des volumes de remorque, en moyenne c'est 10 ou 15 euros. Pour à peu près en volume, je ne sais plus exactement, mais c'est pour prendre entre 300 et 500 kg. Oui, ça fait à peu près 1 mètre cube. Voilà. D'accord. Sachant que 15 kg, sachant que après on peut faire des apports, enfin aller s'approvisionner directement sur notre site, et c'est à raison de 30 euros la tonne. D'accord. Alors que pourquoi est-ce qu'il y a des déchetteries, enfin des plateformes de compostage qui donnent le compost et puis d'autres qui les vendent? Alors déjà, dans les plateformes de compostage, il y a des organismes privés et des collectivités territoriales comme la nôtre. Et alors la particularité, c'est que déjà il faut imaginer que nous à peu près, l'ordre de grandeur, c'est le coût de traitement, c'est 60 euros la tonne de déchets verts entrés, déchets verts et biodéchets entrés. Sachant qu'on va récupérer 50% de moins de tonnage en produit fini. Et le tonnage produit fini moyen de vente, c'est moins de 30 euros la tonne. 30 euros la tonne, c'est le premier prix. Ensuite, on a des prix dégressifs. Donc en soi, ce qui veut dire qu'en fait, on a un modèle économique qui est très très loin du niveau d'équilibre. Ah oui, qui est perdant, mais bon, donc, c'est un service public. Voilà, et tout ça en fait est compensé par les taxes d'ordures ménagères. Et donc nous, on vend le compost pour en fait atténuer la taxe d'ordures ménagère. Donc ça veut dire que ceux qui ne payent pas le compost parce qu'on leur donne dans leur plateforme de compostage, c'est qu'ils ont une taxe plus importante. Voilà, c'est-à-dire qu'on demande aux administrés d'assumer tout le coût de traitement. Oui, finalement, ceux qui l'ont gratuit se font payer leur compost par la communauté. Enfin, tout le monde paye pour ceux qui l'ont gratuit. C'est à la limite plus juste que ceux qui ont vu le compost le payent. Exactement. Et comme nous,
on a quand même des gros volumes, on a un peu plus de 6000 tonnes de compost, donc c'est principalement dédié en termes de quantité, c'est dédié en premier lieu au monde professionnel. Donc on demande plus aux professionnels d'assumer une partie des coûts de traitement plutôt qu'aux administrés. Après, eux, ils pourront répercuter dans leurs coûts de Et après, nos coûts de vente auprès du monde professionnel est relativement dans les eaux des marchés, quoi. Ok, alors autre question pratique. Je suis un particulier, j'ai 10 mètres carrés de potager. Combien je dois prévoir de kilos de compost par mètre carré? Alors ça dépend d'énormément de choses. Les moyennes oscillent entre 5 à 10-15 kg au mètre carré. Après, tout dépend de... Ça dépend si on a un sol très riche au départ ou pas déjà. Exactement, ça dépend donc de la structure du sol, ça dépend du taux de matière organique du sol, ça dépend du type de culture, des précédents culturaux. Oui, parce qu'à la limite, il y a certaines terres qui sont très riches où on peut mettre 0 compost, ça marche très bien. Voilà, mais après, fondamentalement, un sol cultivé, dès qu'on extrait, Dès qu'on exporte des nutriments, il faut en rapporter. Ouais, ça c'est logique. Ouais. Voilà, donc du coup il faut toujours des apports, ça peut être du compost, ça peut être plein d'autres choses. Et donc voilà, aussi le compost, il faut le mettre en parallèle d'autres apports qu'on va. Oui, ça dépend aussi des cultures. Il y a des cultures qui pompent beaucoup les nutriments dans le sol, donc forcément il faut réagir derrière. Exactement. Si on cultive de la salade, bon, c'est moins, ça pompe moins, on va dire. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on pourrait répondre à des gens qui disent oui, mais alors le compost industriel, on ne sait pas ce qu'il y a dedans parce qu'on composte tout, on ne sait pas d'où ça vient, il y a peut-être eu des produits, etc. Donc je ne prends pas de compost industriel parce que je ne suis pas sûr de la qualité au niveau pesticides, au niveau plastique, etc. Alors déjà pour les plastiques, nous tous les lots, d'abord tous nos lots sont analysés. Ensuite, donc, dans ce qu'on analyse, c'est basé d'abord sur des normes. Après, chez nous, on a un label supérieur, c'est pour l'utilisation d'agriculture bio. Et on a un autre label, c'est le label ASCA, qui est amendement sélectionné qualité attestée, qui a été développé par des collectivités notamment pour la valorisation des biodéchets. Et donc dans ces labels-là, qui sont un peu plus exigeants que le premier niveau de norme, on va, donc sur tous les lots, on relève les taux de plastique qu'on va trouver dans les matières. Nous, on observe qu'on est en moyenne à 10 tout au plus à 10% du seuil limite des niveaux de normes, enfin de nos niveaux à nous de label un peu plus exigeants. Et pour tout ce qui est, donc c'est relativement faible, enfin voilà, sur des quantités de 10 tonnes, on peut trouver des petits morceaux, mais c'est vraiment très dérisoire. Maintenant, pour tout ce qui est on appelle de manière générale les polluants organiques, donc où il y a les pesticides, les substances cancérigènes, qui peuvent venir de l'environnement, qui peuvent venir de plein de phénomènes de la nature. Donc en fait, il y a toute une famille de polluants organiques qui sont sélectionnés à chaque révision des normes, sur des observations, sur des plateformes de compostage, sur des substrats en intrants et sortants de plateformes de compostage. Et donc nous aujourd'hui, ce qui a été relevé comme étant à observer, c'est surtout des HAP, c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces choses-là, nous on les observe parce que c'est potentiellement ce qu'on pourrait retrouver comme limitant. Mais au final, nous on observe sur 15 ans d'expérience qu'on n'a jamais dépassé même 20% du niveau limitant. D'accord, donc en résumé, il y a des analyses qui sont faites tous les combien on fait des analyses? Sur chaque lot, donc c'est à peu près une par mois. Une par mois. En fonction et les analyses prouvent qu'il y a, il peut y avoir des traces de choses problématiques, ouais. Mais rien qui soit problématique, quoi. Ouais. D'autant plus que nous, on composte des choses, alors à part les biodéchets qui sont un peu du tout venant chez les ménages, mais sinon sur les déchets verts des ménages, donc comme maintenant il y a plus, les pesticides sont interdits à l'échelle domestique ou dans les sites publics. Donc il y a encore moins de ces présences-là, mais de toutes les façons, ça reste infime. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on peut aussi faire son compost soi-même et aussi avoir des déchets problématiques, non? Soit en perso, on va dire. Oui, alors surtout sur les biodéchets, tout dépend d'où on se fournit. Enfin, je veux dire, est-ce que par exemple, si on achète des légumes non bio, on peut avoir, si on a des traces dans les légumes qu'on a mangés, ils seront dans le compost aussi. Ouais, et puis aussi un problème de température, c'est vrai que chez un particulier, c'est rare qu'on monte à 50, 60. Voilà, en fait, vraiment, nous, le compostage industriel avec des niveaux de température, parce que je disais 55 degrés, mais bien souvent, on est dans les 60-70 degrés. Et donc, il y a énormément de réactions chimiques auxquelles se procèdent. Donc, beaucoup de substances se délitent et se rendent moins assimilables par les plantes.
Donc justement par la consommation des micro-organismes et par les réactions chimiques qui sont engendrées, eh bien en fait on délite un petit peu, on va diluer des taux de concentration de polluants organiques. D'accord. Alors il y a une chose qu'il faut faire attention quand on regarde les analyses, parce que chaque personne qui va chercher du compost peut demander les analyses à sa plateforme de compostage. Ouais. C'est que souvent on voit NPK, alors par exemple sur les analyses qu'on a là, on avait 9,36. Ouais. Alors faire attention parce que c'est un taux pour 1000. Donc c'est pas, Ouais. parce qu'on pourrait penser que c'est comme si on mettait de l'engrais liquide à Ouais, 9,36. Non, en fait c'est 0,9, 0,3, 0,6. C'est kilo par tonne. Voilà, donc ça peut prêter un peu à confusion. Donc le compost, c'est pas quelque chose de très riche en termes de. C'est pas considéré comme un engrais, c'est un amendement. Voilà, ouais, les engrais c'est à partir de 70 kg par tonne d'éléments NPK, donc de la somme. Nous, on est à peu près dans les 20. Donc c'est catégorié comme un amendement organique. Voilà, avec un peu d'engrais, mais enfin un peu de nutriments, on va dire, voilà. Mais pas assez pour que ça soit considéré comme un engrais. Voilà, c'est une vocation avant tout de structurer le compost comme tel, ou même des broyats. C'est une vocation d'offrir des conditions de sol favorables à une relance de l'activité biologique, et du coup à la création par l'activité biologique, à la création de fertilité chimique qui va être favorable au développement des végétaux, et développement des végétaux qui vont avoir besoin d'une structure physique, du sol. Mais voilà, en fait, quand on parle de structure, ça veut dire que si je mets du compost dans mon sol, je vais apporter de l'air, parce que comme c'est des morceaux un petit peu grumeleux, un petit peu gros, ça va faire quelque chose de plus aéré. J'ai une partie nutriments, même s'il n'y en a pas énormément, il y en a un petit peu qui va permettre d'alimenter la pédofaune. Donc c'est tout, on crée les conditions d'un sol développement, ouais, voilà, d'un sol vivant. Donc il va appeler aux micro-organismes, les micro-organismes ont créé de l'humification et de la minéralisation, et des minéralisations qui sont assimilables par les végétaux. Et ensuite, il y a aussi la vocation un peu matière organique, qui va permettre de créer ce qu'on appelle les complexes argilo-humiques, qui vont favoriser les échanges de minéraux entre le sol et les plantes, et après d'autres qualités en termes par exemple de conservation d'humidité, de circulation de l'eau, de circulation par exemple, des éléments. Moi qui ai un sol très sableux, si je mets du compost, a priori ça va me conserver l'eau, quand je vais arroser, voilà, mais les petits bouts de matière organique vont faire éponge et permettre de conserver de l'eau pour les plantes. En termes de délai, si je mets, je sais pas, je plante mes tomates le 15 mai en pleine terre, je mets du compost en même temps, est-ce que c'est le bon timing ou est-ce qu'il faut mettre un peu en avant? Comment ça se... Voilà, il y a de toutes les écoles et en fait tout est à peu près bon, c'est-à-dire que ça ne va pas avoir la même vocation. C'est-à-dire qu'une matière qu'on apporte comme ça, si on la veut par exemple, mettons, on réfléchit juste azote, il y a une cinétique de libération de l'azote. C'est-à-dire c'est immédiatement disponible. Oui, le compost c'est une libération lente, hein. C'est pas un engrais coup de fouet. Hein. Donc en fait, voilà, souvent on va préconiser des apports à l'automne pour des débuts de culture de printemps en tout cas. Et donc voilà, pour avoir capté certaines libérations sur cette période-là, et notamment quand l'activité biologique des sols se réveille. La se met en place pour qu'au mois de mai, quand on plante, on ait déjà quelque chose de vivant. Voilà, mais par contre on peut aussi utiliser le sol directement pour avoir un couvert où par exemple pour des cultures longues comme des tomates, et ben c'est des tomates sur des cycles de 6 mois, bien voilà, elles vont avoir va libérer la matière, va pouvoir libérer au fur et à mesure la matière. Donc même si c'est mis juste avant plantation, c'est possible. Après c'est aussi intéressant pour faire des lits de semences, pour faire des semences, des petites semences. Est-ce qu'on peut planter par exemple, je reprends mon exemple des tomates, est-ce que je peux me faire un bac, mettre que du compost et mettre mes tomates dedans? Oui, il y en a qui le font, il y en a plein qui le font, même des maraîchers. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui le font. Après voilà, le compost est pas aussi riche et complexe qu'un sol-mère. Voilà, qu'un sol, après tout dépend encore de son sol, mais je veux dire on a une complexité, on a des niveaux de nutriments beaucoup plus diversifiés. Donc pour vous la bonne méthode c'est quoi? C'est de dire je mets une couche et je tautouille un peu, ou voilà, c'est-à-dire c'est des apports réguliers en fonction. Mais en surface sans toucher au sol, ou alors je mélange un peu? Oui, tout à fait. On touche pas au sol? Non, on laisse les bactéries vivre leur vie. On incorpore, il faut éviter de mélanger les horizons. Voilà, donc si j'ai, alors par exemple moi qui ai un sol sableux, j'ai mon sol sableux, j'y touche pas, je plante dedans et je mets ma couche, 10 cm de compost par-dessus? Oui, c'est ces ordres-là. Et là doucement, ça va avec les pluies, avec les arrosages, les bactéries vont travailler le compost, vont libérer des molécules d'azote, de phosphore, de potassium qui vont ruisseler sur mes racines et qui vont les nourrir ma plante. Voilà. C'est formidable. C'est beau la vue comme ça. Alors pour terminer, on va parler un petit peu généralité. Donc on a vu au niveau du coût pour la collectivité, on a dit qu'une tonne de déchets c'était combien? Nous ça représente 60 € la tonne.
Voilà, donc ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut demander aux gens qui nous regardent d'essayer de limiter au maximum les apports, enfin de jeter un minimum de choses, donc de composter un maximum chez eux. Oui. Alors je précise pour les gens de la région que le SMICVAL, d'ailleurs je crois qu'il y a beaucoup de plateformes de compostage qui font ça, fournit des composteurs. Si on n'a pas de composteur, on peut gratuitement contacter le SMICVAL et puis plein de déchetteries en France et leur dire j'ai pas de composteur, et là on vous donne un composteur. Voilà, pour du compostage domestique, on a des composteurs, on a aussi des formations donc une fois par mois au compostage, et beaucoup de collectivités offrent ce service-là aujourd'hui. Voilà, donc c'est 1 heure de réunion et on explique comment faire, et comme ça les Tout à gens fait. ont le composteur, savent comment faire, et donc du coup le but de tout ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de matière organique qui soit transportée en camion avec du pétrole, traitée avec des grosses machines. Enfin, si les déchets restent chez les gens, eh ben, on Voilà. fait des Mais économies. la première, pour les biodéchets, la première des choses, c'est d'abord de les retirer des ordures ménagères pour Ah oui. éviter qu'elles se retrouvent à l'incinération. Alors, s'il y a Comme encore des c'est gens encore parmi vous qui ou à mettent en même temps l'enfouissement. du plastique, des déchets de tomates, des restes de pâtes, etc., dans la même poubelle, c'est une catastrophe, il ne faut plus faire ça. Hein. C'est terminé. Donc, faites du tri, mettez les déchets organiques à part. Si vous n'avez pas de composteur, vous allez voir votre plateforme. Et comme ça, on met. En fait, ce qu'on met dans les poubelles, c'est que vraiment les choses, je sais pas, un reste de plastique, une boîte de lait, des choses comme ça, mais tout ce qui est matière organique, on le garde chez soi. Voilà, on le garde chez soi, ou alors pour ceux qui où ça va être compliqué, alors donc nous en premier lieu effectivement ce qu'on préconise, c'est que les exportations du sol en fait bénéficient à un retour du sol. Donc effectivement d'envoyer de la matière organique en enfouissement, c'est comme Ça, si on ça se a pas de disait sens. aujourd'hui sur Terre on a trop d'eau, on va en stocker en bunker et on va Oui, voilà, c'est les idiot. avaler comme ça en disant voilà, on est peinard, on en a assez. En fait non, c'est de la matière qui est sans cesse se recycler, et nous en fait on prive la planète d'un capital sol à sans cesse les séquestrer en fait. Donc pour en ceux qui ont un enfouissement. potager près de leur cuisine, la meilleure chose à faire, c'est quand j'ai terminé mon repas et que j'ai des restes, des épluchures, des machins, je vais les mettre directement en surface sur mes planches. Si on trouve ça moche, on peut prendre un peu de foin, un peu de paille, recouvrir pour masquer la misère. Ouais, Mais là, c'est l'idéal, quoi. voilà, en premier lieu. Voilà. La Et version 2, c'est j'ai pas de quoi le faire en temps réel, donc je prends un composteur dans lequel je mets tout, Mm. en veillant bien à essayer d'alterner au maximum le carbone D'équilibrer. et l'azote pour pas avoir un tas qui fermente, qui pourrit, qui va sentir mauvais. Ouais. Et puis la version 3, vraiment, si on n'a pas d'autre solution, c'est de faire en sorte que ça arrive à la déchetterie. Alors il y a des intermédiaires justement, il y a ce qu'on appelle le plus le partagé collectif. Ah oui, C'est-à-dire, justement, c'est le cas souvent en ville, mais ça peut aussi être dans des communes rurales. Mais effectivement, c'est de ne pas avoir d'espace de jardin. Et donc, il y a des jardins partagés qui se créent, des associations, ou parfois des communes qui mettent des choses en place. Donc, pour partager le compostage, et au moins, et puis après, distribuer les produits de ce compostage, donc le compost, à des agriculteurs ou à d'autres jardins, etc. Donc voilà. ça, c'est l'intermédiaire avant une gestion de valorisation centralisée comme ce qu'on propose. Donc si on habite dans un appartement, évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on a dit précédemment. Donc on peut faire soit du lombricompostage, avec un petit lombricomposteur Ouais. sur son balcon, ça, c'est bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Ou alors aller voir sa copropriété et dire, bah voilà, essayons d'organiser un petit potager partagé dans la résidence, dans la cité, Ouais. et puis que chacun amène ses déchets, et puis ça peut faire un espace convivial, donc ça peut être aussi une idée sympa. Tout Si à vous avez fait. une copropriété sympathique, bah, proposez-leur, ça peut être sympa. Et ensuite, on a donc le même plan, disons, que de stratégie sur les végétaux. Donc les déchets verts qu'on considère plus difficiles à assimiler. Alors, donc, sachant qu'une très grosse part aujourd'hui, c'est les tontes et les feuilles, et qui nécessitent aucune intervention technique pour être valorisées. Donc nous, on fait un travail de fond, c'est-à-dire à essayer de modifier un petit peu, enfin appeler à modifier les comportements déjà dans le jardinage, donc à réduire par exemple les tontes, faire de la tonte différenciée, ou alors de valoriser chez soi les tontes, parce qu'encore une fois, c'est une matière organique disponible, c'est un substrat, c'est une nourriture au sol qui est disponible, et donc qu'on appelle justement à s'orienter vers des valorisations domestiques. Moi, je sais qu'il m'arrive parfois quand je me balade de voir des gens qui ont des sacs papier souvent, où ils ont leur reste de thon qui mettent ça devant leur porte pour que ça soit emmené par un camion, et je trouve ça étonnant. Parce que c'est de l'azote, alors parfois ils vont aussi acheter de l'engrais en bouteille à côté. C'est exactement ça. Et alors que finalement, il suffit quand vous avez tondu votre gazon, vous avez des rosiers, des tuyères, enfin j'espère que vous n'avez pas de tuyères, mais vous avez des plantes, ben, vous prenez votre tonde, vous mettez une petite couche fine pour pas que ça pourrisse, mais en petite couche, on va dire de même 5 cm ça peut aller. On éparpille un peu ça, ou même à la limite quand on tond la pelouse, on peut le faire directement avec l'option mulch. Le gazon va directement se mettre sur la... Mais bon, il y a des gens qui aiment bien avoir le gazon bien propre. Alors ceux qui aiment bien avoir le gazon bien propre, ils récupèrent le gazon et puis le mettent au pied des haies, sur un talus, enfin n'importe où, et puis ça va se décomposer tranquillement et puis tout va bien, quoi. Tout à fait. En fait, il y a vraiment une nébuleuse de profils, mais il y a vraiment des solutions à tous ces profils-là. La pire des solutions, c'est je prends ma tonte, je mets dans le sac papier, j'attends le camion qui passe et le prendre. Ça, c'est la Exactement. Sachant que voilà, et encore une fois, il y a des solutions un peu intermédiaires, et c'est celles qu'on encourage, en fait, que ce soit pour les tontes, et là, ça est encore plus valable pour tout ce qui va être branchage,
ou là qui va nécessiter du coup broyeur. du broyeur. Et donc de la solution à du broyeur individuel que certaines collectivités encouragent. Il y a aussi, on incite à des acquisitions de broyeurs partagés. Ouais. Parce que c'est vrai qu'un broyeur, quand on achète un, moi j'en ai un, on l'utilise quelques jours par an, hein, quand on taille lait, et puis pendant 350 jours par an, il est dans un coin, il prend de la place. Voilà. Donc c'est vrai que si on pouvait avoir des broyeurs partagés, ce serait pas mal. Voilà, donc il y a ça, et puis sinon, c'est aussi appelé, voilà, nous on encourage à ce que les communes, à des entités plus localisées que les nôtres, qui en fait quand même représentent un territoire de 2000 km², donc des localités plus petites pour pouvoir créer en fait après des interactions. Si la valorisation ne peut pas se faire à des échelles de ménage, il y a un monde agricole qui est extrêmement demandeur de matières organiques disponibles et je veux dire gratuites, oui. entre guillemets. Et donc il y a énormément d'interactions à créer qui payent pas de mine en fait, mais en fait qui peuvent être très simples à mettre en œuvre parce qu'il y a de l'intéressement et qu'il y a une vraie vocation écologique et économique à l'échelle du territoire. Faut être créatif, hein. Si on a un maraîcher près de chez soi, on lui donne sa matière organique, il vous donne des tomates et puis voilà, ça fait un petit. Bon, je sais pas si vous les donnez, mais non, mais il sera content de les recevoir. Ça peut être un échange, c'est-à-dire je vous amène de la matière organique et vous me donnez un petit quelque chose en complément, pourquoi pas. Alors dernière chose, à partir de 2023, on va être obligé de gérer mieux sa matière organique. Comment ça va se passer? C'est quoi l'avenir de la gestion de la matière organique? Alors, en fait, c'est dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire qui justement de part en fait vraiment toutes les études aujourd'hui qui vont en fait caractériser les ordures ménagères qui sont de l'incinération ou de l'enfouissement, qui ont un coût astronomique pour des collectivités, donc économique et écologique, parce qu'encore une fois, c'est voilà, de la matière organique, c'est un retour, c'est de la nourriture sol qui disparaît par voilà, ce manque de considération. Donc du coup, un des premiers piliers, et c'est pour ça qu'il y a une échéance qui est très rapprochée, c'est la valorisation des biodéchets, donc des restes alimentaires, des épluchures voilà, domestiques. Et donc 2023, c'est l'échéance, c'est-à-dire à fin 2023, c'est que toutes les collectivités de France aient une solution pour le tri à la source de ces matières-là. Quelle solution vraiment? Et alors les solutions, ça va en fait d'une solution, comme on disait, du plus domestique au plus centralisé. Le plus domestique, c'est voilà, du compostage individuel. Mais ça, c'est pas nouveau. À partir d'aujourd'hui, on peut déjà faire du compostage. Non, mais c'est qu'à fin 2023, ça devrait être obligatoire que chaque administré ait une de ces solutions-là en main. Donc soit en ayant accès à un composteur facilement, gratuitement à sa collectivité, soit avoir une organisation à proximité de chez soi par un compostage collectif, soit une collecte porte à porte comme on le propose à 25% de notre territoire. Voilà, une collecte porte à porte pour les habitants, de collecte séparée des biodéchets, voilà, séparée des ordures ménagères et des recyclables, pour qu'il y ait derrière un travail de compostage et une revalorisation agricole. Et en termes de paiement au poids, ça va se faire ça? Parce que je sais qu'il y a certaines régions qui payent au poids leurs déchets. Est-ce que c'est dans les tuyaux ça? Oui, tout est dans les tuyaux. Maintenant, tout va. Parce que je pense que si on dit aux gens, si vous avez une poubelle qui pèse 50 kg et qu'il y a plein de déchets alimentaires dedans, ça va vous coûter cher. Je pense que les gens trieront beaucoup plus. Il y a plein d'angles sociologiques pour prendre les choses. Maintenant, il y a 1000 façons de faire. Aujourd'hui, tout est étudié. Il y a énormément d'expérimentations en France, dans le monde. Je crois qu'il y a des expérimentations où, à partir du moment où on dit aux gens, vous allez payer le contenu, au poids à votre poubelle, ça divisé par 3 le poids de la poubelle. Oui, mais voilà, c'est pas nécessairement automatique et c'est pas sans dommages collatéraux. Donc du coup, parce qu'après, les gens vont mettre leurs ordures dans la poubelle du voisin. Voilà, bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui se vivent et forcément, ça fera partie. Je veux dire, il y a plein de choses, ça passe par la conscientisation, ça passe aussi par voilà, des appels d'urgence, des alertes. Et ça, voilà, c'est aussi un message d'alerte et c'est aussi un message parfois de dire on est à bout de souffle en termes de ressources économiques, donc il faut voilà, employer des gestes simples, aussi un petit peu forcer la main parfois. Donc il y a de tout en fait, ça va être une solution à plusieurs têtes et à plusieurs vocations, plusieurs états d'esprit pour pouvoir parvenir. Mais voilà, en premier lieu, et donc on va dire la redondance incitative dont vous parlez, elle est pensée pour plein de flux. Aujourd'hui, nous on a à portée de main pour les matières organiques, qui soit les biodéchets, soit les végétaux, les tontes, les feuilles, c'est les choses parmi les plus simples en fait. C'est le projet le plus simple, le plus à portée de main parce que, à part les branches qui vont avoir un recours technique, tout le reste n'a besoin en fait d'aucune solution technique supplémentaire que mettre ses mains, c'est un peu de bonne volonté pour pouvoir avoir une valorisation domestique. Voilà. Donc c'est le projet le plus simple et pourtant, et en plus de ça, c'est un des plus ambitieux en termes de niveau de réduction et des coûts qui y sont associés, quoi.
Voilà, donc le message principal de cette vidéo, ça fait être, je ne sais pas combien de minutes qu'on vous parle, le message principal c'est de dire gardez votre matière organique chez vous. Voilà. Voilà. Pour faire court. Préserver, voilà, préserver le cycle de la nature comme tous les éléments vivants. Voilà. Et si vous mettez pas votre matière organique, si vous recyclez pas votre matière organique, bah dites-moi dans les commentaires pourquoi vous le faites pas, parce que moi j'arrive pas à comprendre. Moi, je trouve ça assez simple, hein. J'ai une poubelle spéciale matière organique, je mets ça au fur et à mesure. Quand je commence à avoir un peu, je vais mettre ça soit en surface, soit sur un tas de compost en fonction des moments. Bon. Donc je trouve ça assez simple, j'ai du mal à comprendre. Alors c'est vrai que si on est en appartement, je comprends, parce qu'en appartement c'est pas forcément évident, mais quelqu'un qui a une maison avec un petit jardin, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il composte pas chez lui, quoi. Ah ouais, bah, y a un univers d'esprit, de mentalité, d'habitude, de tradition. Après, il y a des gens qui trouvent ça donc, sale, ils trouvent oui, ça fait des odeurs, ils trouvent que ça fait des moustiques, ils trouvent que c'est gênant, alors que bon, a priori, si on a un composteur... C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution évidente, mais il y en a, comme on dit, nous, enfin, on y travaille depuis un moment, il y a une belle palette pour à peu près tous les profils. Voilà, des solutions existent et qui sont forcément, voilà, comme je dis, qui demandent un peu de bonnes intentions. Et on pourra vraiment libérer ces matières-là qui sont aujourd'hui, qui nous échappent, quoi. Voilà, bah, je crois qu'on a fait un joli tour sur le compost maison et le compost industriel. En tout cas, Pierre-François, merci beaucoup. Merci André. Et puis, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, les commentaires, c'est juste en dessous. Parlez-nous de pourquoi vous compostez ou vous ne compostez pas. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, salut Pierre-François. Au revoir.